Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un switch réseau défaillant avec pas mal d'heures de vol à son compteur, récupéré d'une ancienne salle serveur. Je vais tenter de diagnostiquer la panne et voir dans quelle mesure il est encore réparable. Réponse à la fin de cette vidéo. Figurez-vous que tout à l'heure, en faisant le tri dans mes vieux cartons au grenier, je suis tombé sur un switch de la fin des années 90. Je n'avais absolument pas le souvenir que je l'avais entreposé là. Un D-Link 2624iX. C'est un 100 basté, 24 ports. Donc bien sûr aujourd'hui ça vaut plus grand chose. Mais à l'époque ça valait quand même pas mal d'argent. Et je me suis demandé ce qu'il en était, quel était son état de fonctionnement. Donc je l'ai branché et ça a donné ça. Voilà, vous entendez ces ventilateurs qui sont très bruyants et usés, mais le plus gênant c'est qu'il n'y a plus aucune réaction visible sur son panneau frontal. C'est pas bon signe. Normalement quand on branche un switch, il y a toujours une séquence d'initialisation, et là, plus rien. Voilà, et je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo dans laquelle j'allais essayer de le réparer. Ok, donc vu la masse de poussière et de saleté qui s'est amassée partout, il n'a pas dû chômer. Il reste quasiment aucun endroit qui ne soit pas recouvert de crasse. Regardez ces modules de transmission de données, ils sont littéralement ensevelis sous la poussière. On a même parfois du mal à distinguer les masques et le tracé du circuit imprimé de la carte mère. Donc je commence par retirer la carte fille pour la nettoyer et l'inspecter rapidement. Son port série RS232 me fait supposer qu'elle contient les circuits logiques pour l'administration du switch. Et comme vous pouvez aussi le constater, elle a un bon millimètre de poussière étalée uniformément sur sa surface. Ce matériel a été commercialisé pour la première fois il y a 15 ans, et pour se retrouver dans un état pareil, il a vraiment dû être en service pendant de longues années sans entretien particulier. Donc je vais devoir nettoyer tout ça à grands coups de dépoussiérant. Et dans un second temps, avec un dégraissant spécial pour composants et circuits électroniques. D'abord la carte mère. Et ensuite la carte fille. Quand on cherche à réparer un système électronique défaillant, il y a une grande règle. Toujours commencer par contrôler le bloc d'alimentation. Dans bien des cas, un problème existe simplement à cause d'une mauvaise tension présente à un ou plusieurs endroits du circuit et dont la source provient parfois directement d'une alimentation fractionnée incorrecte. Première remarque, on voit clairement ici que ce connecteur reliant la carte d'alim à la carte mère a subi un phénomène électrique plutôt indésirable. Et comme on le voit ici aussi, la poussière n'a pas non plus épargné la lime. Donc avant d'aller plus loin, je vais dépoussiérer. Dans des boîtiers comme celui-ci, il est pas rare de trouver des condensateurs de ce type avec des charges très élevées. En l'occurrence là, on a une tension de service de 400 volts pour une valeur de 150 microfarads. Donc je vous recommande toujours de vérifier s'il est bien déchargé. 0,5 volts, tout va bien. Maintenant, je vais pouvoir mesurer les tensions de sortie de cette alimentation fractionnée pour m'assurer qu'elle délivre bien du plus 5 volts pour les circuits logiques et les tensions symétriques plus 12 et moins 12 volts. Donc je commence par repérer la masse en suivant le tracé depuis le connecteur secteur. Ici, on passe sur ce pont, puis à travers cette varistance, on remonte ici. Voilà, ça c'est les 4 picots qui représentent la masse. Donc maintenant, on va faire une mesure sur les autres connecteurs pour identifier chaque tension. Ok, la lime est sous tension, donc attention, il y a 230 volts qui circulent là-dedans. Dans ces moments-là, j'aime bien porter des gants en latex fin quand les manips impliquent directement des tensions supérieures à 50 volts. On a un tout petit peu plus de 5 volts à la première mesure. La deuxième mesure nous donne 11,67 volts en sortie, donc ici c'est plus 12 volts.
Et la troisième mesure qui devrait approcher les moins 12 volts, en effet, moins 10,55. J'ai maintenant replacé le bloc d'alim dans son compartiment et je vais remesurer les tensions à l'oscilloscope pour voir ce que ça donne une fois en charge. Pour info, on est à 5 volts par division sur l'écran et avec une durée de balayage de 10 millisecondes. Donc pour le rail plus 12 volts, je mesure 12 volts. Pour le rail moins 12 volts, on obtient moins 11. Et pour mesurer le rail plus 5 volts, je règle d'abord l'oscillo sur 1 volt par division et un balayage à 500 millisecondes. Et voilà, je m'en doutais un petit peu. On a une tension totalement instable en charge. On a vu un pic de tension un peu en dessous de 5 volts et ça chute inexorablement au fil du temps. Donc je réduis la durée de balayage à 100 millisecondes et la sensibilité verticale à 500 millivolts. Regardez, au bout de quelques secondes, on ne dépasse même plus les 1,5 volt. Donc je pense que, à moins d'un second problème masqué, le switch retrouvera l'ensemble de ses facultés logiques si je parviens à redresser cette tension à 5 volts. Alors j'en profite pour faire une petite inspection rapide de la carte mère. Bon, visuellement, rien de particulier à signaler, aucune trace de composants stressés, mais revenons au bloc d'alim, et en particulier à cette diode 30DF2 servant de redresseur. Avant même d'aller plus loin dans notre analyse, la présence de résidus noirâtres sur l'anode et la cathode ne présage rien de bon. Donc pour avoir le cœur net, je vais la soumettre à mon testeur de semi-conducteur, mais pour ça, je dois auparavant l'extraire du circuit imprimé. En très gros plan, on voit très bien que ces pattes sont enduites d'une substance noire craquelée, et j'ignore si c'est volontaire de la part du fabricant ou pas. Donc c'est peut-être une couche laquée en guise de protection. Bon, le corps ne semble pas endommagé. Enfin bref, je vais quand même soumettre cette diode au testeur. Ok, donc le fait qu'il détecte une diode indique déjà qu'elle n'est pas grillée. Cathode pour le fil bleu, anode pour le fil rouge, une tension de seuil de 0,47 volts, avec une intensité de courant direct la traversant de 4,83 mA pour ce test. Bien, je pense que la fiabilité de cette diode n'est pas à remettre en question. Alors second petit test rapide à l'aide du multimètre. En fonctionnement passant, une tension de seuil de 0,43 volts. En fonctionnement bloqué, rien, donc parfait. Bref, plus de peur que de mal, je la replace donc sur le circuit imprimé. Mais cette autre diode a attiré mon attention après avoir effectué quelques mesures rapides au multimètre avec cette alimentation sous tension. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que c'est le dernier composant passif avant le connecteur de la carte mère, et figurez-vous que j'ai mesuré un parfait plus 5 volts sur sa cathode. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans quel état de détérioration se trouve ce connecteur lorsqu'on le soulève, et en particulier ces broches-là, qui doivent avoir, soit dit en passant, une résistance atrocement instable selon l'intensité du courant. Voilà, donc je suis quasiment certain que la source du problème vient de là, donc je vais devoir retirer ce connecteur foireux. Et du coup, je ne vois pas d'autre issue que de retirer aussi le brochage obsolète qui est sans doute tout aussi défaillant côté carte mère. Là, cette quatrième pastille a visiblement subi le gros du choc électrique qui s'est produit à un moment donné dans l'existence de ce switch. À ce stade, il est toujours conseillé de penser à bien nettoyer le fût de soudure avec un solvant spécial. Maintenant, je vais devoir raccorder les deux parties à nouveau, à la différence près que, comme je n'ai pas de connecteur du même type, je vais utiliser du fil électrique pris sur une alim ATX obsolète. Alors, les fils jaunes seront pour le rail plus 5 volts, l'orange pour le moins 12 volts, le vert pour le plus 12 volts et les noirs pour la masse. Voilà donc le résultat final de cette reconnexion entre le boîtier d'alim et la carte mère. J'ai donc remis le boîtier sous tension et je vais pouvoir remesurer l'ensemble des valeurs en procédant directement sur la carte mère. Un petit peu plus de 14 volts pour le rail plus 12 volts, c'est plutôt élevé. Moins 14,77 volts pour le rail moins 12 volts, c'est étrangement élevé ici. Et quasiment 5 volts sur son rail, donc là ok. Bon, pas sûr qu'il soit nécessaire d'aller plus loin en termes de dépannage, et du coup j'ai réassemblé le switch et je vais procéder à un test en condition de branchement réseau. Eh bien il semblerait que l'initialisation se lance,
Donc je vais simplement injecter un signal réseau aléatoirement sur la matrice des ports RJ45 et voir s'il est systématiquement détecté sur le panel frontal. Port 1, port 4, port 6. Je suis aussi curieux de voir ce qui se passe à travers le port de communication RS232. Donc je l'ai relié à un PC pour monitorer tout ça. C'est parti. Le checksum de la ROM est correct. Il teste maintenant sa RAM. Ok, rien à signaler. Apparemment, il transfère maintenant l'image de son runtime system depuis sa mémoire flash. Je suppose que s'il arrive au bout, c'est que tout sera en ordre. Et voilà, login et mot de passe en attente, donc on est tout bon. Et une fois de plus, l'alimentation était la cause de cette panne, donc rappelez-vous toujours de commencer la recherche par là.